tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, on parle d'un métier, celui de professeur d'éducation socio-culturelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que son enseignement apporte aux élèves? Marie-Hélène nous explique tout ça dans sa rubrique Job et éducation. Ensuite, Duke Menango nous parle encore une fois des accessoires ou des objets qu'on utilise dans la danse traditionnelle. Nous parlerons également de la danse en général. Affaire à suivre dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Et enfin, pour notre rubrique gastronomique, Davina Hari nous fera découvrir une recette, donc une recette italienne à base de viande de veau. Mais pour l'heure, retrouvons Jean-Marc Massac, donc président de l'association au soutien des malades du cancer en Nouvelle-Calédonie, en invité du jour. Alors Jean-Marc Massac, bonjour. Oui, bonjour, NC de me recevoir. Hein. Alors vous êtes le président de l'association au soutien des malades du cancer en Nouvelle-Calédonie. Vous organisez un événement le 4 octobre dans la commune de Koumak, donc Koumak Village, où vous allez justement poser la problématique un peu, le cancer du sein. Parlons-en. Pourquoi avant de parler de cette problématique, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association et pourquoi vous l'avez créée? Bon, cette association, donc l'Association calédonienne de soutien aux malades du cancer, a été créée en juin-juillet 2008. Nous l'avons créée parce que lorsque nous faisions partie d'une autre association, enfin du moins les gens qui ont créé ça, à la demande de malades, de médecins, pour pouvoir s'occuper des malades, on s'est aperçu qu'à titre individuel, on ne pouvait rien faire. Donc on s'est mis en association et donc depuis 6 ans, nous sommes créés. Donc notre association, elle a trois buts principaux. C'est les soutiens. Donc le premier, c'est le soutien moral. Donc le soutien moral par des visites en milieu hospitalier, des visites à domicile, des rencontres à l'extérieur avec le malade qui veut parler, mais le malade et la famille, parce que on s'est aperçu que au contact de ces gens-là, les gens ont besoin de parler. Mais ils ont besoin de parler surtout avec des personnes étrangères, parce que c'est difficile de dire quand ça va pas bien ou quoi que ce soit, de dire à des membres de la famille, comme la famille, c'est pas toujours facile de parler aux malades pour dire ce que la famille ressent. Donc on a ça, donc ça on agrémente donc ces visites par des apports de revues, de boissons, de gâteaux. On fête les rois avec eux, on fête Pâques, à Noël un petit bon d'achat pour les personnes que nous rencontrons. Ensuite on a le soutien administratif, donc c'est aider ces familles-là à tous les dossiers qu'ils ont à réaliser, que ce soit le dossier CAFAD, banque, assurance pour les évasanes, quoi. Voilà, donc on est là, on les aide parce que ces gens-là, cette maladie est très prenante sur le foyer et on laisse les courriers de côté, on s'en occupe pas, puis on n'a pas envie d'aller à des rendez-vous pour entendre des fois des choses qui vous font mal, donc on est là pour les aider. Et après il y a le plus facile, que je dirais, c'est le soutien matériel, où on prend un carnet de chèques, on fait un petit chèque pour pouvoir les aider, à savoir qu'on ne donne pas d'argent, mais on les aide par exemple en cas de première urgence, un colis d'alimentation, en règlement de une facture ou deux, avant de les mettre entre les mains des services sociaux, parce qu'il y a une réaction qui est plus ou moins longue avec les assistantes sociales, avec les CCAS, donc nous on rentre à ce moment-là. Voilà. Et puis des aides aux évasanes. Alors, avant de continuer justement dans la problématique, beaucoup d'associations existent de ce type-là, un peu comme votre association qui soutient justement les malades en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi, d'après vous, il y a beaucoup trop d'associations? On ne s'occupe pas bien des malades ici en Nouvelle-Calédonie? Si, non, il ne faut pas dire ça. Les associations qui existent déjà depuis pas mal d'années, logiquement, font tout. Après, il y a des égos de personnes, il y a un petit peu une problématique peut-être calédonienne où tout le monde a envie de créer sa propre association. Dès qu'on connaît quelqu'un dans son cas, dans son entourage, qui a un enfant malade, qui a un adulte, on veut faire une association pour pouvoir les aider. Nous, on essaye avec l'association avec d'autres associations, on essaye de se regrouper, de faire un collectif. C'est très très difficile, c'est peut-être la mentalité calédonienne qui est comme ça, j'en sais rien. Mais un peu comme le collectif Handicap, d'ailleurs, on les a reçus sur notre plateau. Alors, le cancer du sein, parlons-en. Qu'est-ce que vous allez faire justement? Quelle est la problématique qui sera posée? Qu'est-ce que vous recherchez lorsque vous allez organiser cet événement? D'abord, c'est un événement qui est organisé dans le Nord,
d'abord donc le relais de Koumak, hein, puisque c'est un relais de l'association de Nouméa. Le relais de Koumak a été créé quelques mois après notre association. Donc depuis tous les ans, il y a une manifestation qui est faite. Depuis 2 ans, le mois d'octobre est choisi parce que Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, ça fait quand même partie des principaux cancers féminins, au même titre que le cancer de l'utérus. Et ces 2 cancers qui sont cancer de l'utérus par le frottis, cancer du sein par les mammographies, ce sont des cancers qui peuvent être détectés assez rapidement. Tout ça parce que il y a les dépistages gratuits, mais surtout le cancer du sein, toute femme peut le détecter rapidement au moment de sa toilette, puisque par une palpation de ses seins, toute anomalie d'une boule, d'un kyste qui viendrait à apparaître, va l'emmener directement à aller voir son médecin généraliste qui lui va... Voilà, ce que vous dites là, en fait, c'est parce que depuis, on va dire, 2009, la première campagne avait commencé pour les femmes de 50 à 74 ans pour le dépistage du cancer du sein, mais est-ce qu'on peut le faire plus jeune, on va dire mais ça, une mammographie peut être faite à n'importe quel âge. Hein, dès que la personne a des seins. Il faut savoir que pourquoi 50-75 ans, en gros, parce que avant, les cancers du sein apparaissaient chez les femmes de cet âge-là. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que plus ça va, plus le cancer du sein apparaît sur des femmes qui sont de plus en plus jeunes. Et donc, c'est d'autant plus traumatisant parce qu'on est en pleine vie d'épanouie. Il faut savoir que les traitements du cancer, étant la lourdeur qu'ils ont, font qu'il y a quand même la perte de la pilosité, il y a des fois l'ablation d'un sein, donc il y a une partie de la féminité qui tombe. C'est pour ça qu'il faut y aller rapidement. Il faut rapidement pour pouvoir se faire dépister toute anomalie. Voilà, on le fait. Alors peut-être qu'il y a des chiffres plus récents. Moi j'ai des chiffres de 2006 qui dit comme ça que 82 femmes quand même ont été touchées par le cancer du sein en Nouvelle-Calédonie. Donc comme vous avez envie d'en parler justement à Koumak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ne vont pas chez le médecin, ne font pas le dépistage? Vous savez, je crois que... Les femmes des loyautés viennent... Oui, mais ça, tout dépend des mentalités. Vous savez très bien, dans les ethnies océaniennes, il y a des tabous. Et la maladie, il y a certaines maladies où il est très difficile d'en parler. Je crois que la prévention, c'est... On rabâche. Regardez la prévention. Vous voulez dire qu'à force de rabâcher, l'information ne passe plus? Je crois que si, elle va passer. Au contraire, il faut justement qu'il y ait de plus que tout le temps que les gens entendent pour que ça devienne quelque chose de normal. On reçoit la feuille pour aller faire un dépistage, et bien on y va. On n'attend pas. Il y a aussi peut-être l'éloignement des centres de mammographie aussi qui sont peut-être liés à ce problème-là. Il faut espérer que dans l'avenir, avec la construction, donc la mise en route du Médipôle, espérons que l'hôpital de Koné voit le jour, et peut-être que là, il y aura des choses, des progrès qui vont être... Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là dans les jours à venir, ou les mois à venir, après cet événement du 4 octobre? Nous, on essaye de faire, nous, sur Koumak, donc le relais de Koumak qui organise donc, le 4 octobre, donc, le matin, donc, une cyclo-cancer de 7h à 10h, et le soir, une soirée dansante au Western. Donc, ces mouvements, c'est fait quoi? C'est tout simplement pour récolter des fonds. Ces fonds, pourquoi? Pour aider les gens du Nord. Il faut savoir que là, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, nous avons aidé une famille du Nord. Donc le papa et les enfants sont partis rejoindre leur maman pendant une période de vacances scolaires. La maman était hospitalisée déjà depuis longtemps. Les médecins avaient annoncé encore quelques mois à Sydney. Bon, c'est dur quand vous êtes une maman de ne pas voir vos enfants pendant X mois, même le papa d'ailleurs. Donc on est là, voilà à quoi sert cet argent. Et donc ce relais, donc le relais de Koumak qui va faire cette opération récolte. Nous sur Nouméa, on vient de faire notre VTT Rando Cancer.
Au mois d'octobre, nous allons aussi, avec l'association calédonienne d'équitation western, faire une journée équitation western à l'hippodrome de Nouméa pour essayer là aussi de récolter des fonds. Il faut savoir que depuis notre création, c'est pas loin de 15 millions que nous avons reversés au profit des malades. Voilà donc les projets de l'association. Oui. Alors pour terminer réellement cet entretien, parce qu'on arrive à la fin justement de ce rendez-vous, alors quel est votre message à passer? Quelle est l'invitation que vous avez envie de passer aux Calédoniens pour cet événement? Moi je suis heureux d'être aujourd'hui sur la télévision du pays, même si du Nord, parce que j'ai quand même un message à lancer à la population de Point-d'Imier. Point-d'Imier, il y a un hôpital. On aimerait bien, on a réussi sur la côte ouest à avoir des gens qui, 1-2 personnes pour être nos relais, pour nous faire part de ce qui peut se passer. On aimerait bien sur la côte est pouvoir réaliser la même chose. Et les îles, mais les îles c'est une très très grosse problématique parce que les gens le veulent et puis après il y a, bon, comme je vous ai dit, il y a les tabous, il y a tout un tas, il y a votre culture qui fait que c'est pas évident. Voilà. Et puis surtout au niveau du cancer du sein, je lance un message à toutes les femmes, c'est de venir en parler. Il ne faut pas avoir peur de toute anomalie qui apparaît sur la poitrine féminine. Et il vaut mieux aller en parler tout de suite parce que quand on a entre 50, 60, 70 ans, c'est un problème. Quand on en a 25, quand on en a 30, c'est encore pire. Oui, c'est pire parce que vous êtes aux fleurs de l'âge et ça peut aller très loin dans la destruction d'un ménage ou même de votre vie à vous, vie de femme. Voilà, c'est sur ces mots qu'on termine cet entretien. Jean-Marc Massac, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, bientôt, j'espère. À la prochaine. Voilà. Allez, on passe tout de suite à notre agenda du pays. Bonjour Davina, donc nous te retrouvons comme d'habitude pour l'agenda du pays. Bonjour Élise et bonjour à tous. Et oui, comme à l'accoutumée, je suis là pour vous donner quelques petites infos à noter dans vos agendas. Donc on va commencer en allant tout de suite avec cette info d'avis de concours qui nous vient de l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales. Un avis de concours donc pour le métier d'aide-soignant. Et le relais justement de l'Institut des formations sanitaires et sociales au Nord, ce sont les antennes de la mission locale d'insertion des jeunes, ainsi que les points information jeunesse. C'est auprès d'eux qu'il faudra donc aller retirer vos dossiers et puis aller chercher des informations qui vous aideront pour la suite des démarches, on va dire. D'accord, voilà, pour ceux qui souhaitent justement faire ce métier, n'hésitez pas à aller voir l'IFPSS. On reste dans le Nord, on parle formation du côté de Koumak. Oui, on parle, comme tu le disais, de formation cette fois-ci du côté de Koumak, mais toujours avec la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord. Donc ils font beaucoup d'activités en ce sens. Et ils organisent avec le point apprentissage de Koumak une réunion d'information sur les différentes formations qui seront proposées en 2015. Donc ça se passe demain, vendredi 5 septembre à 9 h du côté de Koumak, je vous le disais. Le numéro de téléphone, c'est le 42 83 22. La réunion, elle se tient du côté de la salle polyvalente de l'office municipal du côté de Koumak. Voilà, les jeunes qui sont intéressés, sachez qu'il faut avoir entre 16 et 25 ans pour pouvoir bénéficier de cette opération, on va dire. D'accord, et on continue du côté de Nouméa avec des informations de la médiathèque municipale de Rivière-Salée. Oui, donc la médiathèque du quartier de Rivière-Salée qui organise l'opération Samedi Bouquin. Donc Samedi Bouquin, c'est quoi? C'est une animation dédiée à la lecture d'histoire et de cantine. Ça s'adresse plutôt aux tout petits, entre 6 et 3 mois, qui devront bien sûr être accompagnés d'un adulte. Là, il y aura donc ce samedi 2 séances de 30 minutes, une à 10 h et l'autre à 10 h 30. Sur le thème clochettes, cloches et grelots. D'accord. Et on parle sport après les clochettes. Oui. On parle sport, on parle du trophée Mouglia-Crevissier qui aura lieu aussi ce samedi 6 septembre. Cette année, c'est une année spéciale, on va dire, parce que la JSVDT, le club d'athlétisme de la JSVDT, fête ses 40 ans. Et en même temps, il y a aussi les 20 ans de la disparition de M. Mouglia. D'ailleurs, sachez que le coup d'envoi de cette course est donné de la propriété Mouglia à Saramea à 15
14h, donc le samedi. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations, il faut appeler le 78 78 96. C'est ouvert à tous, il faut avoir 16 ans pour pouvoir participer. Donc voilà, c'est samedi que ça se passe, samedi 6. D'accord. Et on continue cet agenda avec quelques petites infos. Oui, quelques petites infos brèves, on va dire. On va aller d'abord du côté de Nouméa avec le 4e salon de la mer et du bateau. Ça se passe ce week-end, les vendredis, ça commence demain, ça se tient samedi et dimanche. C'est organisé par la Maison des Artisans. Donc voilà, c'est à Nouméa du côté du quai des Volontaires. Ensuite, on va parler un peu de musique si tu veux bien, Élise. Oui. On va parler du concert qui sera donné du côté du café Le Move à Rivière-Salée. Ça se passera donc demain à l'affiche Ecoten, Turenod, Kouria et l'invité d'honneur Lions Rock. Voilà, et puis pour finir cet agenda, on va du côté de Koné avec des cours de danse. Oui, alors 2 petites infos à vous donner. La première concerne l'association Avenue de la Danse en partenariat avec l'école Setanta Familia qui organise des cours de danse de salsa en couple. Si vous souhaitez obtenir des informations, vous pouvez appeler le 70 96 36. Je sais que vous seront proposés notamment la bachata dominicaine, le kizomba et puis je crois de la caïna. D'accord, tu veux pas être mon partenaire? Allez, pourquoi pas. Ok, ce sera tout pour nous, Davina, aujourd'hui? Non, je voulais terminer aussi, Élise, en te parlant de cours de danse tahitienne. Là, tu n'as pas besoin d'être 2. C'est proposé toujours du côté de Koné les lundis et mercredis. Le contact à vous donner, c'est le 73 97 99. Je vais y arriver, trop d'émotion. Et puis voilà, c'est ouvert à tous, grands comme petits. D'accord. Bon, bah merci Davina. On te dit à tout à l'heure pour la rubrique fin mois. Oui, à tout à l'heure, Élise. Pour l'heure, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle de la danse dans ta chronique. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors effectivement aujourd'hui on va parler de la danse, de notre rubrique C'est bien de chez nous. Alors la danse c'est quoi? La danse c'est l'art de s'exprimer en effectuant des chorégraphies, on va dire ça comme ça, en effectuant une série ou une suite de pas et de gestes harmonieux, des gestes, on va dire des gestes rythmés, on va dire ça comme ça, Élise. Alors la danse, on sait que la danse, depuis la nuit des temps, l'humain sait danser, l'humain danse quoi. Et puis pour attester de ça, on peut faire, prendre l'exemple un peu du bébé. C'est ici au pays, là on a l'habitude de faire danser nos bébés, s'ils ne savent même pas marcher, ils ont à peine 4 à 5 mois, enfin 5 à 6 mois de ça, et dès qu'on commence à rythmer un petit peu les rythmes de chez nous, le tchap, tout ça, on voit nos gros bébés tout mignons là, qui commencent à gesticuler, bouger leurs pieds, leur corps, ils commencent à danser, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui on peut définir la danse comme étant un art, un rituel et puis aussi un divertissement. Quand tu parles de divertissement, on peut parler des boîtes de nuit, des salons de danse. Et maintenant, on peut même associer la danse justement donc au sport, comme les danses acrobatiques, l'aérobic. Il y a même des centres, d'ailleurs comme genre fitness, qui proposent des cours de danse pour mincir et se maintenir donc en bonne santé, tout en se divertissant. Donc on peut dire que la danse est associée à beaucoup de choses. C'est vrai, Lise, on peut dire que la danse aujourd'hui, c'est un peu comme un outil multifonction, quoi. La danse remplit plusieurs rôles. Il y a le rôle social, par exemple quand tu disais on va en boîte de nuit, tout ça en danse, c'est aussi pour tisser un peu le lien social, rencontrer d'autres personnes et puis voilà, travailler ces liens-là. Et la danse a aussi tout cet aspect commercial aussi qu'on a tout autour de la danse. Par exemple, pour les boîtes de nuit, on paye, tous les accessoires de danse, ça, les chaussures pour les ballerines, tout ça, il faut payer le prof, et voilà, il y a tout un business quoi, autour de la danse. Et puis à côté de ça, il y a aussi, tu le soulignais tout à l'heure, tout l'aspect sanitaire un peu qu'on peut lier à la danse. Et tu disais qu'on pouvait faire des exercices, tout ça, voilà, ça c'est lié on peut rattacher ça au combat contre le surpoids, le diabète, tout ça. C'est un peu un effort physique, on va dire ça, parce que quand on dit bouger plus, manger moins, on va dire ça, la danse, ça peut faire partie des choses qu'on peut faire pour être en bonne santé. Il y a aussi d'ailleurs un reportage de nos confrères, ils ont fait un sujet sur Linda Kurtovic,
qui dansent dans les hôpitaux pour donner sourire un peu aux enfants. On va dire que là, la danse, par contre, c'est côté social, c'est un peu une thérapie quoi, pour les enfants. C'est vrai. Voilà, ça peut les aider à guérir, on va dire ça. C'est vrai que bon, là, il y a d'autres personnes des professionnels de la santé qui utilisent, on parle de musicothérapie, tout ça, et puis on a qui utilisent la danse comme thérapie, quoi. Et puis voilà, moi, ça me fait penser un peu. Alors dernièrement, j'ai visionné un petit reportage là, sur France 24, et puis voilà, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de la Palestine et puis l'Israël. En ce moment, les Palestiniens sont en train de se faire bombarder par leurs cousins israéliens là, depuis. Et puis voilà, ce reportage, il était un petit peu original parce qu'on ne parlait pas de mort, tout ça, mais on parlait de danse. On pouvait voir des familles de Palestiniens qui célébraient un mariage au milieu de la bande de Gaza, là, le lieu où a lieu les bombardements. Et puis voilà, en fait, on voyait ces Palestiniens là, qui dansaient la dabka, la dabke, je crois, le nom de cette danse traditionnelle. Et puis voilà, ils nous disaient que le fait de danser, ils nous parlaient avec un gros sourire au visage, puis ils nous disaient que le fait de danser, ça leur permettait un peu d'oublier toute la violence et puis toute la tristesse liée au bombardement, liée à la guerre contre ces deux peuples-là, quoi. Et en parlant de son origine, elle est bien, c'est une danse traditionnelle palestinienne, cette danse ? D'après les témoignages qu'on a recueillis un peu sur le net, on nous dit que c'est une danse originaire de la région plutôt, parce qu'elle est dansée aussi en Irak, elle est dansée au Liban, et puis voilà, la petite, pour faire une petite parenthèse sur l'origine de cette danse, on nous dit que en fait, on rattache plutôt l'origine de cette danse à la construction des maisons dans ces régions-là. Tu sais, les maisons qu'on voit par exemple en Palestine, quand on voit les enfants, là, on peut voir que les toits ils sont plats et puis enfin, on les voit jouer. Tu sais, il y a des grandes dalles, quoi. C'est pas comme les maisons qu'on a en Europe, en Occident ou même ici, tu sais, avec les toits très triangles plutôt. Là, leurs toits là-bas ils sont plats et puis du coup ils rattachent un peu la danse, la dabka au fait qu'il fallait aplanir leur toit. Après la construction du toit, tout ça, les gens ils nous racontent que le propriétaire de la maison, ils appelaient leurs voisins, tous leurs voisins, et puis ils se mettaient en ligne sur le toit, ils s'attrapaient par les épaules, un peu comme c'est comme les Russes ils dansent la polka, ils s'attrapaient par les épaules, ils commençaient à donner des coups de pied sur la dalle de leur maison. Et puis du coup voilà, ça rendait le toit très plat, quoi. Et du coup voilà, on nous dit que l'origine de cette danse là, la dabke ou la dabka, c'est un peu cette histoire là, aplanir le toit. Oui, alors la dabka, comme tu le disais, est donc une danse très, on va dire, ancienne, transmise de génération en génération. C'est un peu comme chez nous, nous on danse depuis la nuit des temps. C'est pareil que tous les peuples premiers. Ici, on peut parler du bois, de la danse, par exemple, du bambou, des femmes de Pambay, là où à Touo, Kacham et Sipane. Donc, Kacham et Sipane. Voilà, et Sipane. Donc des danses qu'on danse depuis, que nous viens danser et que nos générations, nous, on danse encore. C'est vrai. Alors, juste pour revenir un peu sur la transmission de ces danses-là, avant, nous, sur Nengoné, on avait des lieux d'apprentissage un peu, on va dire ça comme ça, qu'on appelle les tatsayar. C'est des sortes d'écoles, quoi. En fait, c'était répandu sur l'ensemble du pays, quoi, mais sur Marais, on appelait ça les tatsayar. Alors, dans ces lieux-là, on apprenait aux jeunes à vivre comme on vit ici au pays, les règles, socialiser un peu le jeune, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, dans ces tatsayar-là, dans ces lieux-là, on apprenait aussi, étaient transmises toutes ces vieilles danses ancestrales. Et puis voilà, comme tu sais, nos danses ici, elles contiennent un peu toutes les informations sur notre histoire, sur nos origines. Et puis voilà, c'est un peu tout ça qui a été enseigné aux jeunes. Et puis à côté de ces danses-là, il fallait aussi savoir fabriquer et utiliser les accessoires là, pour danser. Et puis voilà, justement, un de nos collègues, là, en l'occurrence Alexandre Sugura, il s'est rendu au musée du pays où il a rencontré Jeannot. Jeannot, un guide, un collecteur du musée, là, qui revient un peu, qui nous raconte un peu l'histoire, pas l'histoire, mais il revient plutôt sur tous ces accessoires-là dedans, il nous les présente, on va dire ça comme ça. Alors je te propose, Élise, je vous propose à la maison qu'on regarde ensemble ce beau reportage d'Alexandre Sugura. Donc aujourd'hui, je vais vous parler
parler des différentes tenues de danse traditionnelle. Je vais commencer par la toutoute, parce que c'est celle qui donne l'appel au rassemblement pour danser. Nous, on l'appelle la toutoute, mais le vrai nom de cet objet-là s'appelle une conque. C'est un coquillage, donc ces coquillages-là, on peut trouver dans les grandes profondeurs. Donc, pourquoi je vais parler de cette toutoute? Parce qu'en Océanie, comme ici en Nouvelle-Calédonie, la toutoute sert à rassembler, à interpeller. Donc dans les tribus, dans les chefferies, cette toutoute, elle est primordiale. Donc pour rassembler, pour donner l'appel à la chefferie. Comme j'ai dit, en Océanie, on le voit tout partout. Donc la toutoute, on la voit, elle est présente pour les danses, elle est présente pour les réunions devant la case du grand chef et elle est présente aussi dans les musiques qu'on fait aujourd'hui. On les voit aussi sur les flèches fêtières. Donc la toutoute, c'est aussi le son de la toutoute, quand on va la souffler, elle va dégager un son très sourd mais aussi aigu. Donc ce son-là, c'est un son aussi qu'on demande l'aide aussi aux esprits. Ça, c'était leur façon d'utiliser la toutoute il y a des années. Nous, aujourd'hui, on le sert plus pour danser, aujourd'hui de nos jours, et on le voit toujours à la chefferie. Donc cet objet-là, c'est une ceinture traditionnelle. C'est fait à partir d'une liane. On appelle, nous en français, la liane à brûlure. En Lifo, on appelle ça le mimide. Donc on va tirer l'écorce extérieure et on va garder la liane. Donc pour avoir cette taille-là, la forme-là, au moment où on va couper cette liane, on va la faire passer sur le feu et on va tirer l'écorce. Et une fois qu'on a fini de tirer l'écorce, en même temps on se met autour de la taille. Et cette ceinture appartiendra à la personne qui va la prendre la première fois. Donc si je vais prêter la ceinture à un autre danseur, il ne pourra pas mettre parce que c'est dédié à la taille de la personne. Donc la ceinture en Lifou, chez nous je l'appelle le EPA. Le EPA, c'est celui qui est là à la taille. Voilà pour cet objet. Donc cet objet, j'appelle ça les ornements de pied. Mais voilà, cet ornement de pied, c'est fait aujourd'hui, on utilise les graines de cica. Donc c'est des graines de palmier. Mais à savoir que le cica, c'était une plante qui a été emmenée aussi ici en Nouvelle-Calédonie. Mais dans les îles Loyauté, on utilise beaucoup les feuilles de cocotier, le cœur des feuilles de cocotier. Aujourd'hui, beaucoup de danseurs traditionnels utilisent le cica. Pourquoi? Parce que le cica, il va donner un son comme des petits gros lots. Donc le cica, c'est plus typique de la Nouvelle-Calédonie. À Vanuatu, on va trouver aussi d'autres graines qui n'existent pas ici. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les troupes, les danses traditionnelles, elles ont aussi évolué dans les tenues. C'est pour vous dire qu'on a toujours la technique ancienne avec les matières végétales, mais aujourd'hui, la tenue, elle évolue avec les matières modernes. C'est pour vous dire qu'on continue encore à pratiquer le savoir. Il y a longtemps, la danse traditionnelle était dédiée qu'à un clan précis, le clan guerrier. Parce que la danse traditionnelle, les danseurs, les guerriers, quand ils vont aller à la guerre, ils vont chanter. Quand ils vont revenir de la guerre, ils vont danser s'ils vont gagner. Et après, la religion est arrivée, la religion a changé pas mal de choses. Aujourd'hui, tout le monde danse. Les enfants, les femmes, les papas, les hommes, tout le monde danse. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a plus de barrières dans la danse et le clan guerrier reste le clan guerrier. Mais aujourd'hui, tout le monde danse. Quand je parle de la danse traditionnelle, le clan guerrier, il a son travail dans la chefferie. Voilà. Je vais vous quitter avec ce petit son de
Oleti. Donc je vais vous parler aussi de cet instrument-là. Donc cet instrument-là, j'appelle ça le ichapin. Ichapin, ça veut dire, en français, si je le traduis, ça veut dire un bougna vide. Mais c'est un pain fait avec, comme j'ai dit, les matières d'aujourd'hui. Donc c'est fait avec du scotch et du papier journal qui est à l'intérieur. Donc c'est pour plus avoir un son comme ça, pour accompagner la danse. Mais le pain traditionnel, c'est fait avec des feuilles que j'appelle en Ifou le agawa, qu'on ne trouve pas particulièrement ici à Nouméa. On trouve beaucoup au bord de mer, et surtout dans les îles Loyauté. Donc cette feuille-là a une forme de cœur. Et on utilise aussi des bourres de coco. Donc on les enveloppe comme un bougna et on les attache comme un bougna. C'est pour ça qu'on les appelle un ichapin. Ichapin qui veut dire un bougna vide. Et cet instrument-là, c'est beaucoup les mamans. C'est les mamans qui vont rythmer la danse. C'est les hommes qui sont debout. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui donne le rythme. C'est la maman qui donne le souffle. C'est la maman qui donne le battement. Tu ne peux pas danser plus vite que ton cœur. Voilà, on ne peut pas danser plus vite que son cœur. C'est très bien ce reportage. Hein. Dieu, quand on se rappelle tout de même qu'il y avait, là on voit à travers ce reportage d'Alex qu'il y a tout de même des vrais rituels en parlant de la préparation de ces accessoires et de ces danses ancestrales. C'est vrai, c'est un peu tout ça qui a été transmis aux jeunes là, dans nos tatars, on va dire ça comme ça, c'est lieu d'apprentissage. Et puis voilà, justement, on sait... Aujourd'hui, avec toutes les questions qui se posent par rapport à l'éducation, par rapport à l'évolution aussi de notre culture, certaines personnes se demandent comment on pourrait remettre au goût du jour un peu ces centres-là, ces centres d'apprentissage que nos vieux avaient mis en place, gérés de façon, on va dire endémique un peu au pays, de façon spécifique à notre façon de vivre, quoi. Et puis voilà, il y a quelques années de ça, on avait le PK, c'est les écoles populaires kanak, là, qui ont, voilà, depuis ça fait quelques années qu'elles ont disparu, mais voilà, c'est des structures qui essayaient d'œuvrer un peu dans cette démarche-là, dans ce sens-là. Puis pour rester sur les danses traditionnelles du pays, aujourd'hui on a des outils comme le complexe culturel de Koné, où là on a notre frangin là-bas, Sylvain ONFM, qui est parti étudier en France, et puis aujourd'hui il intervient un peu dans le milieu scolaire ou même au centre. Il propose de l'initiation, de l'apprentissage un peu, l'initiation, on va dire ça comme ça, à nos danses originaires du pays, quoi. On connaît également Richard Digoué, qui est un excellent chorégraphe. D'ailleurs, Richard Digoué qui est originaire de Yaté, qui danse bien aussi, puis il a créé beaucoup de spectacles en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est sur cette note que se termine cette chronique. Merci à Duc de nous avoir parlé de la danse. Merci Élise, et puis merci encore à vous à la maison de nous avoir suivis. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, alors tu nous fais découvrir un métier, celui de professeur d'éducation socio-culturelle. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que cette discipline elle est très peu connue Élise, par les élèves mais aussi du grand public je pense, parce qu'elle n'est pas enseignée en fait dans tous les lycées. Non, on connaît plus le professeur de musique que le professeur d'éducation socio-culturelle. Alors comment ça se fait justement que ce professeur ne travaille pas dans tous les lycées? En fait si tu veux, cette discipline elle est vraiment dispensée dans les lycées agricoles, donc ici au pays, mais c'est aussi la même chose en métropole et puis en outre-mer, tu vois. Donc l'objectif de cette discipline, c'est donc d'élargir, si tu veux, un petit peu les connaissances des élèves, en leur permettant, de s'ouvrir vers le monde extérieur, de s'investir dans des projets artistiques, et puis voilà, c'est aussi l'occasion de leur apprendre un peu la vie en général, et puis voilà, de les préparer à la vie professionnelle. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que cette discipline ou cette matière apporte aux élèves? Si tu veux, comme il y a des animations qui sont donc proposées durant les cours, voilà, les élèves ils se retrouvent à participer, si tu veux, concrètement à des projets en fait artistiques, à des projets culturels, à des projets de société. Donc à la finale, ils s'investissent, ils s'impliquent. Donc forcément, ils sont dans du concret et puis ils apprennent.
D'ailleurs, je me souviens de la venue de Dixon, là, qui avait l'artiste, le chanteur, donc, qui avait été invité pour animer une intervention en classe au lycée de Pointe-Boute. C'est clair, et moi je suis sûre qu'ils n'ont pas prêt de l'oublier, cette intervention. Hein. Alors, rencontrer un artiste à l'école, c'est carrément génial. Ah ouais, c'est clair, c'est même unique. Hein. Moi, j'avais pas eu cette chance. Toi, tu as eu cette chance, Élise? Non. Voilà. J'avais juste un professeur de musique. Voilà. Qui était un artiste aussi, d'ailleurs, Hervé Lecrin. Ah bah oui, sacré Hervé Lecrin, c'est clair. Oui, non, c'était bien les cours. Alors, tu sais que ces professeurs permettaient, tu le disais, aux jeunes de s'investir dans des projets artistiques, culturels et de société. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre animation? Eh bien, justement, il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir des travaux autour de l'image. Du coup, ils vont apprendre à concevoir des maquettes, des logos, voilà. Et puis, il y a de la musique, Élise, comme on l'a dit. Et figure-toi qu'ils ont même travaillé sur la rédaction d'un texte. En fait, c'était à l'occasion de la venue de Maurice Ponga, notre député européen. Ben voilà, ils lui ont préparé un petit mot de bienvenue et ça a été l'occasion de travailler le rédactionnel. On va voir de suite en images comment tout cela s'est déroulé. Ce sont donc des images de Falaï Ouedraogo. Donc là, je vais imprimer un texte que nous avons concocté ensemble avec mes collègues et l'élève qui va le dire, ou le député européen qui vient. C'est un mot de bienvenue. Voilà, on va aller travailler avec Brice. Dans notre fonctionnement, nous aimons donner la place aux élèves et aussi leur donner la parole. Parce que leur apprendre à communiquer, c'est bien en classe, mais aussi il faut qu'ils se confrontent au public extérieur et notamment à des personnalités. C'est des choses qui peuvent leur arriver dans la vie, donc nous on saisit toutes les opportunités, toutes les occasions pour les mettre en situation de pratique professionnelle. Sachez que vous serez toujours le bienvenu au lycée de Pointe-Boute. Merci encore. Tu essayes et puis tu viens. J'ai eu à le préparer et donc l'élève, lui, il a eu à prendre connaissance du texte et du contenu et à s'appliquer, à s'exercer pour le dire comme s'il avait écrit, pour le dire, non pas le lire, et aussi à garder la tête haute, à taire ses hontes, les expressions de timidité. Monsieur le député européen, bonjour. Nous tenons à vous remercier pour le temps précieux que vous nous accordez aujourd'hui. Nous ne doutons pas que cette rencontre débouchera sur des échanges fructueux entre nous et qu'elle va dynamiser nos projets tournés vers l'Europe. Merci pour ce geste et puis sachez que si je suis là-bas, c'est que je défends le Pacifique, je défends les PTOM, je défends notre région du Pacifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est toujours ma fierté de les voir s'exprimer. C'est pas évident, c'est difficile. Et justement, c'est parce que c'est difficile qu'il faut apprendre. Et donc, en essayant, on y arrive. Vouloir, c'est pouvoir. Voilà, c'est une bonne chose que les jeunes apprennent à rédiger, à mieux communiquer de cette manière-là. Et puis, ce sera forcément un plus pour eux, plus tard. Ah, c'est clair, c'est ce que j'aime bien dans cette discipline justement, c'est ce concret, cette mise en pratique, et puis voilà, ils vivent des moments forts, donc c'est sympa, c'est un petit plus. Ouais. Alors dans le reportage que l'on vient de voir, il y avait plusieurs noms sur la porte. Combien y a-t-il de professeurs d'éducation socioculturelle au lycée de Pointe-Boute? Eh bien en fait, il n'y en a que 4 et il n'y en a que 4 pour tout le pays en fait. Ah, tout le pays? Voilà, d'accord. C'est peu. Tu l'as dit, alors il y en a 3 donc, au lycée de Pointe-Boute. Il y a donc Philippe Munia qui lui s'occupe de l'association des élèves également. Il y a donc Marie Goffinet et puis Ledji Bello-Lavigne que l'on va découvrir tout à l'heure dans notre reportage. Puis il y a également le 4e, c'est Olivier Fandos, ou Fando, pardon si j'écorche votre nom, cher professeur. Et lui, il officie donc au lycée de Neva à Wailou. Voilà. D'accord. Et Ixon, des spectacles, des concerts, dis donc, ils ont de la chance, les élèves. Tu m'étonnes. Alors c'est clair que c'est pour ça qu'on parle de discipline plurielle. Alors figure-toi qu'il y a eu dernièrement une semaine dédiée à la musique avec différents ateliers proposés aux élèves. On écoute un petit peu de musique, Élise? Allez, on y va. Puis ensuite on va découvrir justement vraiment le rôle de Ledji Bello-Lavigne. Alors c'est tout de suite un reportage de Falaï Ouedraogo.
cet enseignement, il y a deux aspects. On est professeur en classe, mais aussi on est animateur. Nous mettons en place des ateliers et nous avons un partenaire de choix avec le conservatoire qui nous amène les professeurs ici et ils viennent jouer, ils viennent présenter leurs instruments aux élèves. Et nous, on les découvre aussi à travers ces pratiques-là. On les découvre, il y en a dont on ne savait pas du tout qu'ils étaient artistes sur tel plan. Et donc, ils se révèlent aussi. Il faut faire vibrer les lèvres. C'est les lèvres qui vont fabriquer le son. C'est toujours aussi ridicule le son, alors je suis sûr que ça ne change pas. Et puis vous pincez les lèvres comme ça. Voilà, de faire la petite voiture. L'idée, c'est qu'il y ait un premier contact avec l'instrument, qu'ils essaient, qu'ils touchent, qu'ils ressentent tout ça, comment on émet le son, faire vibrer les lèvres, tout ça, parce qu'on voit ça à la télé, tout ça, mais on n'a pas l'habitude de les voir comme ça de près. Puis c'est rare que les musiciens acceptent de prêter les instruments, parce que bon, c'est assez cher, c'est fragile, tout ça. Donc bah, nous, on est là pour ça, pour les faire essayer. Comme ça, ils ont les instruments dans les mains, ils essaient. Bon, c'est vrai qu'au lycée, ils sont un petit peu timides. Plus ils grandissent et plus ils deviennent timides. Il y en a quand même quelques-uns et quelques-unes qui ont essayé. C'était bien, quoi. Faut pas trop ouvrir à chaque fois que ça soit fermé. Voilà, et tu auras plus de précision. Bon, bah ouais, déjà tu vois le passer. Et tu pinces les lèvres. Voilà, vas-y. Allez, vas-y, concentre-toi. Souvent, des élèves qui perturbent en classe et qui nous obligent à lever le ton, etc. Mais ils sont d'une douceur, ils se calment, ils sont sensibilisés, ils sont très intéressés et ils finissent par participer de façon correcte à ces animations. Nécessairement, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Et il se trouve que quand ils arrivent là, déjà, ils comprennent qu'il faut se discipliner. On leur a expliqué auparavant. Mais la musique étant elle-même une discipline, ils comprennent très vite qu'il faut être à l'écoute pour apprécier, il faut écouter. Et puis l'après-midi, on a eu de la danse avec Sylvain, le chorégraphe du conservatoire, qui a expliqué la danse. Et moi-même, je découvre plein de choses à travers ces cours-là. L'idée principale, c'est de donner goût un peu aux élèves, le goût à la danse. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, même de l'être lui-même, de l'être du corps, de traverser cette matière qu'est la danse. Il est parti dans son déséquilibre, il a rattrapé très loin. Là, c'est encore mieux quand vous rattrapez. Essayez de faire comme lui là, vraiment chercher, se rattraper le plus tard possible. Équilibre. Et déséquilibre. Notre enseignement porte sur la citoyenneté, le respect de soi, le respect de l'autre, l'écoute de soi, l'acceptation de l'autre. Et à partir de là, il y a des attitudes à avoir. Être fier de ce que l'on est et aussi accepter de se ridiculiser parfois pour prendre la parole devant les autres. Plutôt que d'avoir des attitudes de honte et tout, l'essentiel c'est d'y aller avec vraiment de la conviction et de l'affirmation de soi et de ce que l'on est. Cela n'empêche pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la honte.
Alors cette profession n'a rien à voir avec le métier de professeur qu'on connaît tous les deux. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai que ça donne envie de tenter un petit peu l'expérience. Je trouve que leur mission, elle est très intéressante. Et tu sais ce qu'elle dit, Lady Bello, justement? Elle dit que leur mission, c'est d'être des passeurs de culture. Ah, pas mal ça, comme des ambassadeurs. Enfin ils sont là pour transmettre. Tu vois, tout ce qui tourne autour de la culture, voilà. Et parfois on dit même que ce sont des agitateurs de savoir-faire et de savoir-être. Ça fait un peu bizarre, agitateur. Ils bougent les lignes, quoi, Élise. D'accord. Alors pourquoi cette discipline, justement, ne serait pas proposée dans les autres lycées ? Parce que vraiment, elle prépare bien les élèves, on va dire, dans la vie professionnelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle pense comme toi, justement, Lady Bello, qu'on vient de rencontrer grâce au reportage de Falaï. Si tu veux, du coup, elle s'est lancée dans la rédaction d'une thèse, en fait, de doctorat, voilà, pour promouvoir un petit peu la discipline. Donc, son objectif, c'est justement de peut-être, un jour, permettre que l'enseignement de l'éducation socio-culturelle le soit dans les lycées d'enseignement général. D'accord, voilà un message à l'éducation nationale. Alors si les jeunes justement veulent devenir professeurs d'éducation socio-culturelle, comment faire? Figure-toi qu'il n'y a pas de formation spécifique. D'accord, on devient comme ça avec des acquis artistiques ou comme ça, comment on devient? En fait, apparemment avec un niveau licence, on peut se lancer dans l'aventure. Bon, il faut quand même un niveau licence, voilà, pour tenter sa chance. Bon, merci de nous avoir fait découvrir ce beau métier. On continue justement avec les brèves formations. Alors oui, Élise, figure-toi qu'il est encore temps de déposer sa candidature pour se préparer au concours d'entrée à la formation d'éducateurs spécialisés. Parce que voilà, c'est jusqu'à vendredi. Alors notez bien cette date, le 5 septembre est la date butoir pour vous inscrire. Alors qu'est-ce qui, on va dire, qui peut être intéressé par cette formation? Alors les titulaires d'un bac, les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires, et puis également les personnes qui sont diplômées, si tu veux, en tant qu'auxiliaire de vie sociale. Par contre, là, pour le coup, il faudra justifier d'une expérience de 5 ans, Élise. Ensuite, forcément, il faut être résident donc, de la province Nord depuis au moins 6 mois, ou bien être résident de Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans. Il y a une quinzaine de places disponibles, Élise. Alors, en quoi consiste justement le métier d'éducateur spécialisé? Alors, le métier d'éducateur spécialisé, en fait, c'est de s'occuper, d'aider, d'accompagner les enfants, les jeunes, les adultes qui sont victimes d'handicap. Donc, il s'agit de troubles de comportement, il peut s'agir de troubles psychiques ou physiques. Donc voilà, l'idée, c'est qu'ils les accompagnent en fait à s'insérer, à devenir autonomes, puis à s'insérer dans la société. D'accord. Alors, la formation se déroule au centre de Tours, c'est ça? Oui, exactement. Donc voilà, ils seront hébergés sur place. D'ailleurs, l'hébergement est pris en charge. Alors pour justement que les personnes intéressées s'informent davantage, j'ai 3 numéros à transmettre. Il s'agit donc du 23 26 60, le deuxième le 76 10 53, et puis le numéro de la direction de la formation professionnelle de la province Nord, qui est donc le 47 72 27. Voilà, et en plus, la province Nord accompagne financièrement les stagiaires. Exactement. Donc en plus de l'hébergement qui est pris en charge, le transport l'est également, du lieu de résidence au lieu de formation, les frais de restauration également, et puis il y a même une indemnité qui est versée aux stagiaires, Élise. Voilà, les jeunes profitez. Et puis en plus, il y a une deuxième préparation au concours d'entrée en formation pour devenir aide-soignant. Exactement, Élise. Et là, l'inscription se fait dès à présent. Alors, pour une formation qui va débuter l'an prochain, donc en 2015. Alors, est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour pouvoir postuler? En fait, il faut être soit titulaire d'un CAP service aux personnes, soit d'un BEP carrière sanitaire et sociale, ou encore d'un bac. Sinon, bien évidemment, les personnes qui sont diplômées, si tu veux, en tant qu'auxiliaire de vie, peuvent également postuler. Et puis si on a un niveau 3e ou de première, on peut tenter sa chance aussi. D'accord, et je suppose qu'il faut remplir un dossier d'inscription pour pouvoir postuler à cette préparation au concours. Exactement.
Exactement, Élise. Donc il faut aller retirer donc un dossier auprès donc du point information jeunesse de Koumak. Il faudra le remplir. Surtout, n'oubliez pas les pièces. Il faut que le dossier soit complet. Ensuite, il faudra soit déposer directement ce dossier à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales qui se trouve à Nouméa. Donc on peut le déposer directement sur place, soit l'envoyer par courrier en sachant que la date butoir pour tout ça est donc le 18 septembre, Élise. Alors ça va vite arriver, n'hésitez pas, il vous reste une semaine pour retirer le dossier, compléter, déposer et envoyer. Alors faites vite si vous êtes intéressé. Alors combien de personnes peuvent être accueillies? Eh bien, il y a une trentaine de personnes, Élise, donc c'est pas mal. À noter que si tu veux, la sélection des candidats elle se fera par une épreuve écrite et orale. Voilà, alors il faut savoir que l'épreuve écrite est prévue le 11 octobre, l'épreuve orale se déroulera au mois de novembre, du 17 au 21 novembre. Et puis les titulaires du diplôme d'auxiliaire de vie, ils seront dispensés donc, de l'épreuve écrite, ils auront directement à l'oral. D'accord, et la date exacte prévue pour la rentrée 2015? Eh ben, c'est le 23 février 2015 à Nouméa, Élise. Bon, ben voilà, merci pour toutes ces informations et les jeunes, n'hésitez pas à postuler. Merci. Avec grand plaisir, Élise. Au revoir. Au revoir. Allez, on retrouve Davina pour la rubrique Finban. Salut Davina, donc comme prévu, on se retrouve pour la rubrique Finban. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui dans la rubrique Finban, je vous propose qu'on s'intéresse à la viande de veau, pardon. Oui, ok, d'accord. Un plat à base de viande de veau, c'est ça? Ouais, t'as tout compris. Donc on va présenter un peu le veau avant de commencer. Le veau, c'est bien sûr un bovin qui peut atteindre à la naissance 45 kg, rien que ça. On peut dire aussi qu'il est abattu, bien sûr, au cours de sa première année de vie et que dans la classification des viandes, eh bien, la viande de veau fait partie des viandes blanches parce que le veau est nourri exclusivement au lait. Parmi la viande dans la viande de veau, tu peux trouver 3 catégories. Donc la première, c'est le veau de lait. C'est un produit qui est rare et cher. Pourquoi? Parce que il est élevé au lait de sa maman, qui elle-même se nourrit à l'herbe du pâturage, Et là, ça donne un goût particulier à la viande. Pardon, je suis en train de penser à autre chose. Donc, pour continuer, on parle aussi du veau de lait fermier. Là, c'est un autre système de nourrissage, on va dire. Là, c'est plus automatisé. Ils sont nourris à l'aide d'un distributeur automatique de lait. Voilà. Ensuite, tu vas trouver le veau de grain. Là, c'est plus caractéristique du Canada. Les veaux sont nourris au maïs. Donc, ça donne un goût un peu particulier, mais très bon. Et c'est la catégorie la moins chère en ce qui concerne le veau. Alors, après toutes ces énumérations, comment on doit choisir justement sa viande de veau? Alors, comment choisir sa viande de veau? Il faut d'abord savoir que la qualité se reconnaît à la couleur, comme je te disais, un peu rosée. Mais si la viande est rouge, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément... qu'il y a un manque de fraîcheur, c'est juste que il n'a pas été nourri exclusivement collé, il a commencé à se nourrir aussi d'herbe, tout simplement. D'accord. Alors en termes de santé, que peut-on dire sur la viande de veau? Bien, comme toutes les viandes, elle est source de protéines, bien sûr, mais pas que, elle apporte aussi des vitamines à notre corps, donc la vitamine B12, notamment anti-anémique, qui sert notamment à la constitution des globules rouges et puis à certaines cellules nerveuses de notre corps. Elle apporte aussi de la vitamine PP, Élise, la vitamine PP qui sert à l'assimilation des protéines, glucides et lipides. Alors, puisqu'on parle de viande, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qu'on peut bouillir et sur ce qu'on peut griller? Sur les différents morceaux, oui, d'accord. Alors, il faut déjà savoir qu'on peut les partager en 2 catégories. Les morceaux pour lesquels la cuisson sera plus longue, donc là tu parles bien sûr de ceux que tu peux faire bouillir ou faire en sauce. Il y a notamment la blanquette, le sauté de veau, les jarrets, pour ne citer que ça. Et puis d'un autre côté, tu auras les morceaux pour lesquels la cuisson sera plus rapide. Donc là, tu vas trouver les morceaux à rôtir, comme la rouelle ou la poitrine, ou encore les morceaux que tu peux faire griller. Là, tu trouves les côtes ou l'escalope. D'ailleurs, pour parler de l'escalope, je voulais vous inviter à aller regarder ce petit reportage de Mara Lourde, un petit reportage qui se nomme donc Saltimbocca alla Romana. Aujourd'hui, je vais présenter une recette classique de la cuisine italienne, les saltimbocca alla romana.
Alors, pour la préparation de votre escalope, il vous faut une petite escalope de veau, du jambon cru et de la sauge. Moi, je ne prépare juste une, vous ne préparez 4 par portion quand ils sont petites comme ça. Alors, vous prenez votre sauge, vous la mettez entre la viande et les jambons crus. Vous mettez les jambons crus, vous tapez un petit peu, comme ça, les jambons crus, ça reste bien accroché à votre viande. Et voilà, vous êtes prêts après pour la continuation de la recette. Avec ça, vous avez besoin d'huile d'olive, du champignon, du beurre et du vin blanc. Voilà, la recette, elle est très simple. Vous n'avez pas besoin d'épicer en plus la viande parce que les jambons crus, il est déjà salé. Et si on ajoute du sel, ça risque vraiment de devenir trop salé, les poivres pareil, trop poivrés. Les jambons crus, ça fait déjà voilà, l'épice qu'il faut. Alors, on va passer tout de suite à la cuisson. J'attends juste un petit peu que l'huile d'olive se réchauffe. Alors, je vais prendre les escalopes et je vais les mettre dans la poêle avec l'huile. C'est très important de commencer toujours avec à cuire la côté où il y a les jambons crus. Voilà, je les pose dedans. Voilà, j'attends un petit peu qu'ils vont bien dorer. D'abord d'un côté, après on les tournera. Alors dans la cuisine italienne, c'est très important que la viande elle est bien dorée avant de mettre du vin, etc. Sinon la viande elle vient bouillie et pas vraiment grillée comme il faut. Et après on tourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors si vous voulez que la viande soit un peu moins gras, vous pouvez enlever l'huile de cuisson et après ajouter le vin blanc. Sinon, vous pouvez très bien laisser l'huile, ça va être quand même la sauce un peu plus grasse. Là, je vais diminuer le feu pour continuer ma cuisson. Là, je vais prendre mes champignons, je les mets dedans. Je les laisse revenir juste quelques secondes. Voilà, je vais mettre le vin blanc et je laisse mijoter quelques minutes, tout ensemble. Toujours à feu très vif, comme ça il n'y a pas d'alcool qui va rester après la cuisson. Voilà, on laisse quelques minutes. Là voilà, j'ai fait glacer mon escalope au vin blanc. Alors là, mon escalope, elle est prête. Je vais la déjà mettre sur l'assiette. Voilà. Dans la sauce, je vais mettre mon beurre. Un peu plus qu'une cuillère. Voilà. Et toujours avec le feu vif, j'ai fait tourner un peu ma poêle dans la manière de monter le beurre. Et après, voilà, il faut regarder quand même que la sauce s'épaissit, que le vin il va bien évaporer, de la manière que ça ne reste pas trop liquide. Voilà, comme vous voyez, je continue à tourner pour bien monter mon beurre. Là, la sauce elle a commencé à s'épaissir. Et quand vous voyez qu'il fait un peu comme de la mousse un peu plus blanc, ça veut dire que votre beurre il est monté. Et voilà, là ma sauce elle est prête. Vous voyez, elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop épaisse. Et avec la cuillère, je peux la mettre sur ma viande. Et je vais étaler un peu mes champignons, comme ça il y en a un peu sur toutes les tranches de viande. Et voilà, un peu de ma sauce autour. Et après, si vous voulez donner de la couleur, vous pouvez ajouter un peu de persil haché et c'est tout. Voilà, la recette elle est finie. Bonne dégustation.
Ah oui, donc pas mal, hein, cette petite recette, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Puis son nom, on va dire qu'il n'est pas commun, le nom du plat. Mais de nous, est-ce que tu nous as parlé un peu, est-ce que tu peux nous parler des différents types de cuisson, donc rapide, lent, comment ça se traduit en minutes quand on fait, pour avoir quelques repères pour la cuisson? D'accord, alors pour avoir quelques repères, comme nous disait... J'espère que ma question a été claire. Hein, oui, t'inquiète, j'ai compris, j'ai un décodeur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour une blanquette, il faut compter donc 1h10 de cuisson et pas hésiter à mélanger les morceaux avec ou sans eau, ça donne un peu plus de goût. Et puis pour le rôti, donc 35 minutes pour 500 grammes. Donc si tu as un rôti de 1 kg, il faut compter 1h10 de cuisson à peu près. N'hésitez pas bien sûr à toujours vous servir de la sauce pour verser sur votre rôti, ça donne du jus. Comment on sait que le rôti est cuit aussi? Ça c'est une question un peu qui revient tout le temps. Donc si vous percevez que le jus qui sort du rôti est clair, c'est que c'est cuit, voilà. Si tu fais bouillir par exemple la queue de veau, il faudra compter 1h30 de cuisson. Là après on parle de grillade, il faut compter 3 à 4 minutes de chaque côté. Petite astuce, rajouter aussi quelques gouttes de citron sur les morceaux de viande, ça donne du goût, puis ça se mélange bien en plus le citron avec le veau. Après, pour terminer, donc, on va parler aussi des fameuses escalopes qu'on a vues dans la recette. Là, il faut compter 6 à 8 minutes. Et puis, pour éviter que, tu sais, les escalopes, quand tu les fais cuire, d'habitude, elles finissent toujours... c'est des gros morceaux, puis d'un coup ils se retrouvent tout petits. Voilà. Pour éviter ça, il faut que tu fasses des entailles sur les côtés, ça évite que la viande se recroqueville sur elle-même. D'accord, donc moi je vais essayer un peu cette petite méthode la prochaine fois. Je ferai des escalopes pour voir si tu as bien expliqué un peu la recette. Alors pour parler un peu de la conservation de la viande de veau, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces ou nous en dire plus sur le sujet? Alors en termes de conservation, une viande de veau qui est fraîche peut se conserver 2 à 3 jours dans le frigo. Donc bien sûr, il faut les mettre dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur. Ça va des températures entre 0 et 3 degrés. Et puis là, il faut les garder surtout dans leurs emballages d'origine pour garder la fraîcheur, pour éviter de les déplacer tout le temps. Et puis si la viande de veau, vous préférez la congeler, pas de problème, elle se conserve très bien en congélation. Elle peut rester 6 à 9 mois comme ça en congélation, pas de souci. Il faut soit les mettre dans des sacs de congélation, soit utiliser du papier aluminium, ça conserve très bien la viande de veau. D'accord, merci Davina de nous avoir fait découvrir ce petit plat. On va essayer à la maison, hein. On va essayer. J'espère que tu vas essayer. Merci. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Anna pour la rubrique Qu'on s'occupe de vous. Bonjour Anna, nous allons parler activité physique aujourd'hui dans ta rubrique et à propos, tu es venue en courant? Bonjour Élise, bonjour à tous. Non, je ne suis pas venue en courant, mais j'ai marché. Et d'ailleurs, justement, il faut savoir que la marche, c'est l'activité physique qui est la plus simple à pratiquer. Et puis, on peut le faire chaque jour, sans problème. Et de nos jours, ce n'est pas évident de trouver le temps de faire de l'effort physique, du sport, parce qu'avec le travail... Je suis d'accord avec toi, Élise. C'est pour ça, justement, que l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a organisé une campagne. Donc, et qu'il y a une opération qui s'intitule « Bouger tous les jours, c'est possible ». Alors, l'objectif, c'est de changer un peu, faire évoluer les mentalités par rapport à l'image que l'on se fait de l'activité physique. On associe toujours cela au sport, à un effort intense, alors que finalement, eh bien, bouger, c'est tout simple et on peut le faire dans d'autres circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Alors, je vais te donner quelques exemples. On peut bouger dans la vie de tous les jours, déjà, à la maison, qu'on soit au travail aussi. Et puis, évidemment, dans les activités de loisirs et de sport. On peut bouger partout, finalement. Mais pourquoi c'est important de bouger? Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on pratique une activité régulière, eh bien, ça permet déjà de maîtriser son poids. Et puis, ça protège et ça améliore l'état général de la santé. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, 54% de la population adulte est en situation de surcharge pondérale. Et dont 26% sont obèses. Et puis les enfants sont concernés aussi. Parmi les enfants, il y a 32% des enfants de 6 ans qui sont déjà en surcharge pondérale et 11% sont obèses. Alors tu nous en avais un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples?
Oui, Élise, par exemple, dans la vie de tous les jours, un exemple tout bête. Quand on emmène les enfants, souvent on le fait en voiture, et bien on laisse la voiture au garage et on y va à pied. Bon, évidemment, il faut que ce ne soit pas trop éloigné non plus. On peut aller faire ses courses au magasin en y allant à pied aussi, au lieu de prendre la voiture à chaque fois. Et puis, quand on est à la maison, eh bien, le simple fait de faire le ménage, c'est déjà une activité. Jardiner, bricoler, etc. Voilà, tous ces petits gestes au quotidien qui sont en fait de l'activité physique. D'accord. Alors, pour ceux et celles qui travaillent, comment faire? Alors, une petite astuce, même si vous êtes au travail, ne paniquez pas, vous pouvez aussi bouger. Par exemple, déjà, se rendre sur votre lieu de travail à pied, au lieu de prendre la voiture ou le bus, si c'est pas trop loin, bien sûr. Lorsqu'on est dans un immeuble, au lieu de prendre les ascenseurs, on prend les escaliers. Les escaliers, oui. Voilà. Quand on travaille et qu'on doit prendre sa pause déjeuner le midi, on peut y aller à pied pour aller chercher sa petite barquette ou son petit sandwich. Au lieu de prendre la voiture, eh bien, on y va à pied. Ça fait déjà un petit trajet, aller-retour, une activité. Et puis, dans le bureau, souvent d'un bureau à l'autre, on appelle le collègue au téléphone pour lui demander un renseignement. Ou voilà. Eh bien, on laisse le téléphone et on se rend dans son bureau à pied. Voilà, ce sont des petites astuces toutes simples. C'est vrai que c'est, comme tu le dis, hein, c'est simple, mais il faut y penser. Pas forcément de faire tout ça. Et puis aussi, on va dire que chez nous, le petit délire, à chaque fois on se dit, ben, on a la flemme, alors qu'il faut se motiver pour pouvoir marcher du travail à la maison. Mais bon, chacun il pensera, chacun fera son choix. Hein. Et puis aussi, on peut s'amuser et puis bouger en même temps. En famille, par exemple, on peut jouer avec les enfants au ballon, on peut emmener les enfants au parc ou marcher un peu, on peut danser, on peut chasser, pêcher. Voilà, tout ça, en fait, ce sont des activités physiques. Et puis, bon, si on aime le sport, si vous êtes sportif, eh bien, tant mieux, faites du sport. Bref, voilà, chacun peut adapter l'activité physique suivant ses goûts, suivant son temps aussi, puis suivant son âge. Voilà, il y en a pour tout le monde. Donc moi, pour en savoir plus, j'ai été justement lors de la première opération de la campagne. Et là, c'était du côté d'Yengen. Ils ont fait une rencontre au marché de Yengen. Là, il y avait un stand donc, de l'agence sanitaire et sociale. Et puis, les gens sont venus les voir pour en savoir plus. Donc, moi, je te propose, et vous aussi, de suivre ce reportage. Non, mais c'est celui-là, c'est l'équilibre dynamique. Vous allez devoir faire des montées de genoux qu'on appelle. Vous allez marcher sur place, sans courir, en marchant comme ça, et en montant les genoux à peu près à hauteur, à l'équerre, on appelle ça, comme ça. Il faut que ça fasse un angle droit. D'accord. Ça va les cuisses? Ça fait pas trop mal? Non? Très bien. Voilà. Les genoux montent bien. On respire. Je vous laisse aller vous asseoir là-bas à l'ombre. L'agence sanitaire et sociale pour la campagne Bouger tous les jours, c'est possible, a demandé aux différentes provinces de faire des actions. Et donc du coup, je suis aujourd'hui avec le comité régional Sport pour tous et nous intervenons dans les marchés de toute la province Nord. Donc aujourd'hui, celui de Yengen est la première action. Cette action sur les marchés a été mise en place pour pouvoir montrer aux personnes que faire du sport, c'est pas seulement faire de la course à pied, mais également bricoler, aller dans les champs, marcher tous les jours. C'est possible et ça permet de combattre contre le diabète et l'obésité. C'est aléatoire, ouais, mais bon, ça permet de voir. On commence. Tout ce qui est en bleu foncé, c'est les personnes qui sont dans cette moyenne. D'accord ? Et le blanc qu'on voit un tout petit peu ici, c'est les personnes qui sont en dessous de cette moyenne. D'accord ? Et on voit bien les six pointes, c'est les six ateliers que vous venez de faire. D'accord ? Donc on remarque votre gros point fort, la force musculaire des bras. D'accord ?
Ça, je pense, c'est dû au travail au champ tous les jours. Ensuite, un autre point très positif, c'est la force musculaire des jambes. En fait, au niveau de la force musculaire, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment dans les bonnes moyennes. Parce que le fait que vous travaillez tous les jours au champ, je pense que ça doit monter, ça doit descendre, vous devez marcher régulièrement, vous asseoir, vous relever. Du coup, on voit qu'au niveau force musculaire, c'est très bien. Allez, jusqu'au bout. Ouais, encore. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est tester la condition physique des gens, donc avec 2 sortes de tests. Une première partie pour les adultes, une autre partie pour les seniors. Ça prend à peu près un quart d'heure à tester une personne, qui permet de tester la souplesse du dos, la souplesse des épaules, la force musculaire des jambes, force musculaire des bras, l'équilibre statique, l'équilibre dynamique et l'endurance. Ok. Super, on remonte doucement. Donc vous êtes un homme, donc pour les hommes c'est l'haltère de 3 kg. Alors vous êtes assis, les pieds bien à plat, d'accord, bien implantés dans le sol, le dos bien droit, vous choisissez la main qui vous va le mieux, d'accord. Faites un essai pour voir le geste. Voilà, ok, et on redescend comme ça. Quand vous allez monter, faites attention de ne pas taper sur votre épaule, hein. D'accord. On bloque avant. C'est bon, vous êtes prêts? On n'oublie pas de respirer, c'est quand vous voulez. 1, 2, 3, 8, encore 15 secondes. 15. Top, c'est parti. On rentre toutes les données dans un logiciel et qui prend en compte aussi l'IMC de la personne. Donc c'est-à-dire que ça prend en compte la taille de la personne, le poids, son âge, le fait que ce soit un homme ou une femme. Et toutes ces données permettent de réaliser un graphique global qui est calqué sur la moyenne nationale. Suite à ça, on peut, nous, éducateurs sportifs, les orienter vers des disciplines qui pourraient leur permettre d'améliorer leur souplesse, d'améliorer leur endurance, ou de voir au quotidien ce qu'ils font, s'ils vont à la chasse régulièrement, s'ils vont au champ, s'ils font de l'activité physique régulière. Et puis chaque personne repart avec un répertoire des associations, créé et mis en place depuis cette année par le comité provincial Nord Sport et Loisirs. Et ils repartent avec leurs papiers, leurs clés qu'on appelle, donc où on a le site internet où ils peuvent retourner voir leurs graphiques ultérieurement s'ils ont une connexion internet. Un conseil que je pourrais peut-être vous donner, c'est faire peut-être des petits exercices d'assouplissement régulièrement. Parce que en prenant de l'âge, on diminue la force musculaire. C'est sûr. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus compenser le manque de souplesse par la force musculaire. Donc voilà, ça je vous le laisse. Bien. Si vous retournez sur le site internet et que vous rentrez cette suite de numéros qui est individuelle, c'est que vous en fait, vous allez retrouver votre graphique. Bon, merci jeune homme. Ben, merci à vous d'avoir participé. Voilà, je vais me coucher. N'oubliez pas vos affaires. Mon pain et mon journal. Impeccable. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. On va essayer. Il faudrait que je fasse ce petit test. Est-ce que toi tu l'as fait? Pour t'avouer, je devais le faire, mais j'étais tellement à fond dans ce que j'étais en train de filmer en fait avec ma caméra là, que du coup, eh bien, j'ai raté et j'ai pas pu faire le test. Bon, on va porter ta caméra, c'est du sport ça aussi. C'était de l'activité, on va dire. Voilà. Et puis justement, il faut savoir que lorsqu'on reste assis, lorsqu'on est sédentaire, on ne bouge pas, eh bien, on a plus de risques de développer des maladies comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, puis de prendre du poids. Et c'est même plus grave que lorsqu'on consomme du tabac. Alors voilà, il faut bouger. Oui, et puis en pratiquant justement une activité physique, on se protège de toutes les maladies. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, on peut faire 30 minutes dans notre journée pour justement pour être en forme. Oui, facilement. Et puis, pour vous encourager justement à faire ces fameuses 30 minutes, une dernière petite info, il faut savoir que l'activité physique, eh bien, ça améliore aussi notre santé mentale et puis ça aide à la relaxation. Ça diminue l'anxiété, le stress, l'état dépressif. Donc voilà, il vaut mieux pratiquer une activité physique, ça ne peut que faire du bien. Voilà, bouger plus, c'est possible, un message de notre gouvernement et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.